soir, jour de rentrée à Ottawa. Le libéral Anthony Rota est reconduit dans son rôle de président de la Chambre des communes. Les libéraux ouvrent les hostilités sur la vaccination obligatoire. Les conservateurs doivent-ils faire preuve de plus de transparence? On en débat avec notre panel de députés. Et à la veille du discours du trône, à quoi peut-on s'attendre de ce nouveau Parlement? L'analyse de notre panel de journalistes. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. En ce jour de rentrée parlementaire à Ottawa, la Chambre des communes était remplie à presque pleine capacité, une première depuis le début de la pandémie au mois de mars 2020. En attendant le discours du trône, présenté demain par la gouverneure générale Mary May Simon, les députés ont élu le prochain président de la Chambre des communes. C'est en fait le libéral Anthony Rota qui a été reconduit dans ce poste, qu'il occupe depuis 2019. 6 autres candidats étaient en lice. Le président Rota a tenu à remercier les députés pour leur confiance. Merci à vous tous de m'avoir accordé la confiance pour que je puisse vous servir dans le 44e Parlement. Je vous promets d'être juste et respectueux. Et en ce retour de la Chambre, le premier ministre Justin Trudeau a lancé un appel à l'unité des députés des différents partis, alors que le chef de l'opposition officielle, Erin O'Toole, a souhaité un Parlement plus transparent. Pendant qu'on fait notre travail, comme vous le savez très bien, il arrive que les débats s'échauffent. Monsieur le Président, nous vous avons élu pour que vous nous aidiez à faire preuve de civilité lors de nos débats et que vous nous rappeliez que nous sommes tous ici pour la même raison, servir les Canadiens. Avec les camouflages de l'ancien Parlement, j'espère qu'on va avoir un Parlement plus ouvert, plus transparent cette fois, Monsieur le Président. Et en ce jour de rentrée parlementaire, les libéraux n'ont pas perdu de temps, c'est le moins qu'on puisse dire, pour attaquer les conservateurs sur la question de la vaccination. Leur angle d'attaque, c'est les exemptions médicales des députés conservateurs qui ne sont pas vaccinés. Ce sera d'ailleurs notre premier sujet avec notre panel de députés. Greg Fergus du côté des libéraux, Gérard Deltel, leader à la Chambre pour les conservateurs, Christine Normandin, leader adjointe pour le Bloc québécois, et Peter Julian, qui est leader à la Chambre pour le NPD. Alors bonsoir à vous quatre et bon retour parmi nous. C'est un plaisir de vous retrouver. Bonsoir. Gérard Deltel, je vais commencer avec vous parce que vous avez été attaqué ce matin, les conservateurs, sur le nombre de vos députés non vaccinés qui ont obtenu une exemption médicale. Je vais vous demander d'abord, il vous manquait combien de joueurs aujourd'hui à la Chambre des communes? Il y avait 4 personnes qui n'étaient pas là. Il y avait 2 personnes qui, comme on sait, Richard Lehoux, qui est atteint de la COVID. Il y avait également un député qui était dans sa circonscription, Mark Straw, en raison des inondations. 2 autres députés, un qui a eu un problème de santé personnelle qui n'a rien à voir avec la COVID, et un autre qui a eu un problème de transport. 1, 2, 3, 4, outre M. Lehoux, personne n'avait à voir avec l'histoire de la COVID. Moi, je peux vous dire une chose, Mme Bégin, j'aime bien les bonnes batailles politiques partisanes, j'ai pas de problème. De faire de la politique partisane sur le dos de la question de la vaccination et des médicaments et de la santé, ce n'est pas la bonne chose à faire. Mais pourquoi Très déçu de vous. Pourquoi les conservateurs, vous refusez toujours de dévoiler le nombre d'exemptions dans vos troupes? Est-ce que c'est parce qu'il y en a plusieurs? Parce que plusieurs se posent la question quand même. Parce que c'est une question privée. Moi-même, personnellement, je ne le sais pas. Parce que les gens qui ont ces situations-là font affaire avec le WHIP, mais surtout font affaire avec la Chambre des communes. Et c'est là que je trouve tout à fait indigeste l'attaque libérale partisane ce matin, parce que ceux qui décident si oui ou non les exemptions peuvent être accordées, c'est pas nous les conservateurs, c'est pas les libéraux, c'est pas le NPD, c'est pas le Bloc. C'est la Chambre des communes qui consulte des experts, et ce sont les experts de la Chambre des communes qui décident si oui ou non les exemptions sont accordées ou ne le sont pas accordées. Justement... Donc, c'est un processus extrêmement neutre, objectif, scientifique, médical, où il n'y a aucune partisanerie politique. De voir mon vis-à-vis dans sa première action aujourd'hui, alors que le Parlement siège, avoir une attaque aussi partisane, ça m'a grandement déçu. Ouais. Soyez sans crainte. On va avoir des bonnes chicanes partisanes. J'haïs pas ça, moi. Greg Fergus des libéraux, vous demandez que les dossiers médicaux des personnes exemptées puissent être vérifiés. On se demande concrètement, qu'est-ce que vous proposez au juste? Comment va se faire cette vérification et par qui? Qu'est-ce que vous proposez?
Tout d'abord, j'aimerais juste souhaiter le prompt rétablissement de M. Leroux. Il est un parlementaire, puis je le souhaite que la COVID ne le touchera pas d'une façon sérieuse. Mais ceci étant dit, c'est une question très sérieuse. Par exemple, moi, mon père a 87 ans. J'avais l'intention de visiter cette fin de semaine à Toronto. Moi, maintenant, je mets cette question, je me pose, est-ce que je devrais me rendre là-bas? Parce que j'ai aucune idée de combien de députés conservateurs ont été tout près de M. Leroux. Y a-t-il d'autres qui ont été infectés? Est-ce qu'ils ont pris des tests? Est-ce qu'ils ont publié le fait que ces députés qui ont assisté à la même rencontre de caucus où on est tous renfermés dans une salle, que ces gens-là ont pris un test? Parce que maintenant, moi, je dois vous poser la question, je ne veux pas propager cette maladie, et certainement pas aux autres, et certainement pas à mon père. Mais qu'est-ce que vous proposez, les libéraux? Qu'est-ce que vous voulez exactement au niveau des vérifications? Qu'on suit les règlements, que le Parlement soit... Donnez-moi juste un instant. Allez-y, M. Fergus. En Ontario, c'est important que quand les gens sont infectés, ils doivent s'isoler jusqu'au moment que ça va passer. Et deuxièmement, toute autre personne qui entoure cette personne-là doivent prendre des examens et entre-temps, en attendant les résultats de ces examens, ils devraient s'isoler. Et en plus, même si le résultat est négatif, ils doivent s'isoler pendant, je crois, 10 jours. Bon, je crois. Oui. Ah oui, je crois. Non, c'est pas tout à fait ça. Mais je suis québécois, vous allez m'excuser, oui. Je suis pas tout à fait... Si vous me permettez, je vais juste préciser des choses. Rapidement, parce que je veux donner la parole à tout le monde. Gérard Deltel, allez-vous. Je m'excuse. Quand on nous attaque sur des situations comme ça, où toutes les règles ont été respectées, il faut connaître la vérité. Donc, dès qu'en effet, M. Leroux a eu des problèmes, des symptômes, il a tout de suite consulté un médecin. Il a fait passer un test. Dès qu'il a eu son résultat 24 heures plus tard, il nous a immédiatement contactés, ceux qui étaient du caucus du Québec et ceux qui étaient au caucus pour savoir qu'est-ce qui devait être fait. Nous avons suivi les règles à la lettre près sur la situation de faire. Tous les députés québécois ont passé des tests. Nous avons tous été des tests négatifs. Ceux qui ont été en contact, exactement la même chose. Et nous avons rigoureusement suivi les mesures qui étaient édictées par la province de l'Ontario pour la région d'Ottawa. Nous avons respecté les règles. Christine Normandin. La question de la santé publique n'est pas partisane. Nous devons le faire de façon rigoureuse. C'est ce que nous avons fait. Très déçu à nouveau de l'attitude du gouvernement. Christine Normandin, au Bloc québécois maintenant. Vous êtes d'accord, vous, avec la démarche qui est proposée par les libéraux, mais après tout, c'est des renseignements qui devraient... est-ce que ces renseignements-là devraient rester confidentiels? Quelle est la position du Bloc québécois à ce sujet? En fait, nous, notre position, c'est la transparence. Ce qu'on souhaite à la base, c'est que le Parlement puisse fonctionner en personne, qu'il n'y ait pas de mode hybride, mais pour ça, ça prend des règles sanitaires qui sont claires et qui permettent à tout le monde aussi de siéger de façon le plus sécuritaire possible. Et ça implique qu'on connaisse qui est en chambre et est vacciné. Parce que dans l'immédiat, on ne le sait pas. On ne sait pas combien de députés conservateurs ne sont pas pleinement vaccinés ou carrément pas du tout. On ne sait pas lesquels. On ne sait pas lesquels on croise. Et c'est une question de respect jusqu'à un certain point aussi envers les collègues à la Chambre. Donc, ce qu'on souhaite, nous, c'est pouvoir siéger en personne. C'est une question d'imputabilité de la Chambre et des députés. Et ça passe par des mesures sanitaires les plus strictes possibles. Et selon nous, ça implique la connaissance du statut vaccinal de ceux qui entrent en Chambre. Et on souhaite que tout le monde soit doublement vacciné pour pouvoir avoir accès à l'enceinte parlementaire. Peter Julian, au NPD, vous êtes aussi d'accord avec les libéraux, avec le Bloc québécois. Quelles sont vos craintes par rapport aux exemptions pour des raisons médicales? Mais c'est une question de santé publique. La réalité, c'est qu'il faut qu'on soit très prudente en Chambre. C'est pour cette raison-là que l'NPD a proposé un Parlement hybride et on va continuer à pousser cet élément-là. Ça n'a pas de sens d'avoir 338 députés sur le plancher de la Chambre des communes quand il y a une possibilité toujours de transmission. Et c'est ça le problème pour le grand public. C'est que si on vient d'une région où il y a beaucoup de transmission du COVID, ça peut être rapporté d'un député à un autre et ça peut avoir un impact même dans les régions où il y a très peu de cas de COVID. Alors, il faut se protéger. Bien sûr, même si une exemption médicale, ça vient avec un test qu'il faut prendre chaque 48 heures pour montrer qu'on a un test négatif.
Et c'est sûr que le bureau de régie interne va regarder tout ça, comme le régie fait pour chaque mesure qui est prise pour protéger la santé et la sécurité des députés, des employés et des grands publics. Alors, on devrait, dans les prochains jours, je pense, regarder ça et voir s'il y a d'autres mesures à prendre. Alors, je vais vous entendre maintenant sur l'agenda de ce nouveau Parlement, justement. La session va être courte, à peine, en fait, 4 semaines avant le congé des fêtes. Ça devrait être... quoi, la priorité ou les priorités des 4 prochaines semaines? Greg Fergus, des libéraux. Et tout d'abord, c'est pas une session qui va être courte. La session a commencé aujourd'hui. Ça va commencer demain avec le discours du trône, puis ça va continuer jusqu'au prochain discours du trône ou prochain la prorogation. Mais en fait, vous avez les priorités, les libéraux aujourd'hui. Vous nous avez expliqué 4 priorités d'ici la période des fêtes, d'ici le congé des fêtes. Alors, ça va être quoi vos priorités? Mais effectivement, c'est surtout pour revenir à la question de la pandémie, pour s'assurer la sécurité de tous les Canadiens. Maintenant, on est dans une situation où les 5 à 11 ans peuvent aussi prendre leur vaccin qui a été approuvé par Santé Canada. Alors, c'est vraiment important que tout le monde fasse leur part pour mettre fin à cette pandémie, pour qu'on puisse continuer à reprendre la relance économique. Je vais entendre tout le monde. Gérard Deltel. Non, mais je dois aller à Gérard Deltel. Les conservateurs, ça va être quoi votre priorité? Je suis désolée. Le coût de la vie des Canadiens. Toutes les familles canadiennes qui nous écoutent actuellement savent que les prix augmentent partout. Lorsqu'on fait notre épicerie, lorsqu'on fait nos emplettes, lorsqu'on fait le plein d'auto, on se rend compte que l'inflation est rendue une augmentation de 4,7 %, la pire inflation qu'on a depuis 2003. Il faut prendre des mesures pour aider les Canadiens qui, eux, voient le coût de la vie augmenter de façon stratosphérique. On comprend que certaines décisions par l'actuel gouvernement qui ont été prises dans d'autres temps qui ont contribué à ça, mais là, c'est le temps à l'action et on somme le gouvernement d'avoir un plan d'action par rapport au coût de la vie qui augmente et qui est l'inflation galopante. Christine Normandin, les priorités pour le Bloc québécois lors de cette session parlementaire. C'était déjà urgent il y a 2 ans qu'on augmente les transferts en santé. Ça l'est d'autant plus dans le contexte de la crise sanitaire qu'on vit. Mais au-delà de ça, il y a aussi le pouvoir d'achat des aînés qui sera à surveiller. Toute la question du français, qui est une promesse des libéraux dont on n'a finalement pas entendu parler. Le poids politique du Québec aussi, considérant qu'on risque de perdre un siège avec le redécoupage de la carte. Et l'enjeu qui englobe un peu tout ça et qui est encore plus grand au niveau mondial, là, la crise climatique qui sera à surveiller. Peter Julian, le mot de la fin sur les priorités, les dossiers prioritaires pour les néo-démocrates. Mais on a toujours la crise climatique qui coûte les vies et qui coûte aussi énormément à notre économie. On a la crise pour le logement qu'on voit, le logement et le manque d'assurance médicaments, c'est quelque chose qui a un impact dans les familles à travers le pays. Puis on est toujours en train de vivre cette pandémie-là. Le gouvernement a coupé, sans donner plus que quelques jours de préavis, dans tous les bénéfices qui existaient pour soutenir 800 000 Canadiens à travers le pays pendant la pandémie. Au même temps, on voit les personnes âgées qui voient leur supplément de revenus garanti coupé parce que le gouvernement a mal fait les bénéfices d'urgence. Tous ces éléments-là se jouent. Les gens dans la misère, ils en arrachent, puis... le gouvernement a attendu 2 mois après les élections pour appeler le Parlement. Maintenant, il faut agir et il faut soutenir ces gens-là qui vivent avec toutes ces difficultés et des défis. Alors, ça met la table à cette nouvelle session parlementaire qui s'ouvre aujourd'hui à Ottawa. Greg Fergus, Gérard Deltel, Christine Normandin, Peter Julian. Merci et bonne rentrée parlementaire. Au plaisir de vous revoir dans les prochaines semaines. Merci beaucoup. Au revoir. Merci et bonsoir. Et pour analyser maintenant cette nouvelle session, je retrouve les journalistes Joël Denis Bellavance de la presse, Althia Raj du Toronto Star et Catherine Lévesque de la presse canadienne. Donc, nouvelle session qui démarre aujourd'hui. Évidemment, on attend demain le discours du trône dans lequel le gouvernement va annoncer ses priorités. On en a eu un avant-goût aujourd'hui. Joël Denis, d'abord, d'ici Noël, vous vous attendez à quoi, vous? Le gouvernement a énoncé ses priorités lors de la conférence de presse de M. Mark Carlin aujourd'hui. Donc, des priorités qui sont quand même assez modestes parce que moi, je m'attendais à ce que, compte tenu de l'élection qui a été déclenchée, comme vous l'avez discuté avec vos invités tout à l'heure, je m'attendais à ce que le gouvernement nous surprenne davantage. Mais c'est pas vraiment surprenant ce qu'il a mis sur la table jusqu'ici. Thérapie de conversion, oui. Faire passer les projets de loi, un projet de loi pour accorder des congés de maladie à certains employeurs. Mais
mais je m'attendais à plus de flapla, si vous voulez. C'est pas le cas. Donc, ce gouvernement sent un peu l'usure déjà avant même d'entreprendre son mandat. Et c'est pas forcément l'avantage des libéraux. Il faudrait qu'ils fassent preuve d'un peu plus d'audace. Et on verra demain s'il y a de l'audace pour ce qui est des prochaines semaines, les 4 prochaines semaines, parce que ça pourrait, comment dirais-je, handicaper le gouvernement s'il part ce mandat avec seulement quelques grenailles, si vous voulez. Ouais. Est-ce qu'on aura une mise à jour économique, par exemple? Ça, c'est vraiment attendu. Ce que j'entends couler, c'est qu'on voudrait augmenter les impôts des banques, par exemple, augmenter de 3 %, les faire passer de 15 à 18 % pour le début de l'année. Ça risque de faire beaucoup de friction. Mais je m'attends aussi à ce que les conservateurs tentent de faire en sorte que l'économie devienne le sujet qui s'impose. Ça pourrait les avantager et peut-être mettre fin un peu aux dissensions que l'on voit au sein du Parti conservateur sur la question de la vaccination. Oui, M. O'Toole, d'ailleurs, il a dit en fin de semaine en entrevue, priorité l'économie. Althia, quelles sont les promesses phares sur lesquelles les libéraux vont vouloir se concentrer? Bon, bien, je pense que je vois ça un petit peu différent que Joël Denis Bellavance. Je m'excuse, je m'entends dans mes oreilles. Est-ce que... OK, parfait, merci beaucoup. Alors, oui, le gouvernement, M. Holland a mentionné qu'il veut passer, par exemple, ils veulent que ces projets de loi deviennent des lois qui sortent de la Chambre des communes, qui peuvent dire, bon, oui, on a attendu 2 mois avant de rappeler le Parlement, mais on a quand même fait des choses avant le temps des fêtes. Alors, les 2 projets de loi sur les prestations qui ont rapport au COVID, alors les changements qu'ils avaient annoncés le 23 octobre, comme Joël Denis l'avait mentionné, le salaire pour les gens qui prennent des congés maladie, les employés aux compagnies qui sont gérées par le fédéral. Et puis, ils nous ont mentionné aussi qu'ils voulaient protéger les gens qui travaillent près des hôpitaux contre les manifestants. Ça, c'est des promesses modestes, mais le fait qu'ils veulent les passer comme projet de loi, c'est pas mal intéressant. Thérapie conversion, je vois pas que les conservateurs vont donner l'unanimité pour pouvoir sauter des étapes. Tu sais, si ça passe avant la fin du mois de décembre, il faudrait bien que les comités soient établis. Puis, il n'y a pas du tout cette idée qu'on va avoir les comités au mois de décembre. Il semblerait... On nous laisse savoir que ça va se faire au mois de février. Alors, c'est quand même, oui, un enjeu qui démontre que M. O'Toole et le Parti conservateur ne sont pas d'accord avec les autres partis, le NPD, le Bloc, et puis que le Parti libéral a des alliés en commun qui peuvent passer d'autres projets de loi qui sont plus en ligne avec leur pensée idéologique. Mais il y a aussi d'autres choses. Il y avait un programme assez ambitieux pour les premiers 100 jours. On nous dit que les 100 jours débutaient pas à la fin de l'élection, mais une fois que le cabinet avait été nommé vers la fin du mois d'octobre. Ce qui veut quand même dire qu'ils devraient les présenter maintenant et pas attendre au mois de février parce que, l'horloge commence déjà à décompter. Et un des projets de loi, comme Joël Denis Bellavance l'avait mentionné, c'était au sujet des banques et des grandes compagnies d'assurance d'augmenter les taux d'impôt. C'était supposé d'être en vigueur le 1er janvier. Alors, oui, je pense que le programme va être un petit peu plus ambitieux qu'on nous fait savoir aujourd'hui. Mais je dirais aussi qu'il y a d'autres choses qui n'ont pas été faites. On n'a pas les lettres de mandat des ministres. Puis les secrétaires parlementaires, on commence la session, puis ils n'ont pas encore été nommés. Alors ça, c'était un petit peu étrange. Catherine? Oui, moi, je me situe un peu entre Althia et Joël Denis, justement. Je pense que les libéraux se sont heurtés au mur de la réalité, je pense, dans les dernières semaines. Oui, ils avaient beaucoup d'ambition pour les 100 premiers jours. Donc, ils voulaient notamment déposer des projets de loi, redéposer le projet de loi sur la modernisation de la loi sur les langues officielles. Mark Holland s'est fait poser la question tout à l'heure. Il a carrément admis qu'il ne le savait pas. Donc, on voit que ce n'est pas tout à fait, peut-être pas une priorité pour le gouvernement actuellement. Même chose pour les nombreux projets de loi liés aux géants du Web. On s'attendait à ce qu'on redépose ou finalement à ce qu'on dépose des projets de loi assez ambitieux, notamment sur la haine en ligne, de redéposer C10, projet de loi qui avait été très contentieux, très critiqué par les conservateurs. Donc, on voit qu'on est venu un peu mettre ça de côté, si on veut, pour l'instant, pour vraiment se concentrer sur des réalisations qui seraient peut-être plus faciles, peut-être plus accessibles, je crois, avant Noël, parce qu'effectivement, le gouvernement, on le sait, est critiqué pour avoir attendu de rappeler le Parlement pour aussi longtemps que ça. Et puis,
Ils veulent vraiment là, arriver jusqu'à Noël et dire, écoutez, voici ce qu'on a réussi à faire. Les thérapies de conversion, c'est mort au Sénat et ça avait été très critiqué par les groupes de défense là, des communautés LGBTQ+. Alors là, on veut arriver en disant, voici ce qu'on peut faire. Même chose pour l'aide pandémique. On veut vraiment faire passer ça le plus rapidement possible. Et moi, très franchement, mon impression, c'est qu'on va vouloir s'allier avec le NPD. Et Mark Holland a été très clair là-dessus. Il ne veut pas de niaisage en bon français. Il veut que ce soit fait rapidement. Alors, j'ai l'impression qu'on va peut-être là, aller utiliser le bâillon, peut-être avec l'aide du NPD. Ouais. Mais c'est ton... Parce que, justement, bon, il y a des rumeurs sur une possible entente entre les libéraux et le NPD pour faire adopter certains projets de loi. Joël Denis, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Ben, il y a eu des discussions au lieu entre certains stratèges du Parti libéral et du NPD. Il y a beaucoup d'atomes crochus. Ça, on peut le nier entre le NPD et le Parti libéral. Le Parti libéral est tellement à gauche, au centre-gauche, qu'il ratisse du côté du NPD. Donc, il y a une communauté d'intérêts entre les deux. Il s'agit de voir si on veut faire ça, que ce soit formel ou informel. Je pense que ça va être plus informel, mais les discussions ont été quand même assez avancées. Et M. Singh et M. Trudeau ont donné leur bénédiction. Donc, on va voir où ça va aller, mais je pense que sans entente formelle, le gouvernement sera en mesure quand même de naviguer durant les eaux tumultueuses d'un gouvernement minoritaire avec le concours du NPD. Ça, je pense que c'est pas mal acquis. Il faudra quand même que le gouvernement donne un peu, je pense, de concessions, un peu de bonbons au NPD pour pouvoir avoir son appui, mais je pense qu'on peut s'attendre à ce que le principal partenaire de danse du gouvernement libéral sera le NPD. Oui, bon, je veux maintenant vous entendre sur le Parti conservateur. Erin O'Toole, on sait, a plusieurs problèmes. Il y a de la grogne au sein de son caucus. Certains de ses députés ne sont pas vaccinés. Certains ont reçu une exemption pour pouvoir assister aux travaux en personne. On le sait, son député de la Beauce, Richard Lehoux, en fin de semaine, a reçu un diagnostic positif de la COVID, alors qu'il avait assisté la semaine dernière au caucus conservateur. Althia, jusqu'à quel point ça va mal pour Erin O'Toole en ce début de session à Ottawa? Bien, je dirais que ça va moins mal que ça l'allait la semaine dernière, lundi avant le caucus. Il semblerait que durant 2 jours de réunion, alors bon, on sait ce qui s'est passé lundi, la sénatrice Denise Batters, qui est quand même très bien connue au sein du Parti conservateur, c'est l'épouse de l'ancien député Dave Batters qui s'était suicidée. Elle est devenue une avocate sur la santé mentale. Elle a été nommée au Sénat en 2013 par Stephen Harper. C'est quelqu'un qui faisait du porte-à-porte avec des députés très connus comme Michelle Rempel, qui allait dans les comtés ciblés. Elle est sortie avec une pétition qui avait le soutien de députés au sein du caucus de M. O'Toole aussi, pour dire, en fait, qu'il voulait avoir un vote sur son leadership de la part des membres avant la convention qui est supposée d'avoir lieu à Québec au mois d'août en 2023. Elle a été, on l'a expulsée du caucus national mardi soir sans avoir un débat avec les députés et les autres sénateurs. Alors, c'était comme l'enjeu du mercredi quand ils se sont tous rencontrés. Puis, durant les 2 jours de réunion, il semblerait que M. O'Toole a dit à tout le monde, si vous n'êtes pas content, pointez-vous au micro puis dites-moi-le, pour une fois et pour tout. Puis, il n'y a personne vraiment qui est allé se pointer. En fait, M. Scheer s'est même levé pour dire qu'il n'y avait absolument rien à faire avec la pétition de Mme Batters. Mme Batters l'avait soutenue dans la première course au leadership. Elle avait soutenu M. McKay dans la dernière, celle que M. O'Toole a gagnée. Alors, ça va pas super bien, mais ça va mieux que ça l'allait. Ça va moins mal que, comme vous dites, la semaine dernière. Catherine, est-ce que la question de la vaccination des députés conservateurs et des exemptions médicales, ça va hanter Erin O'Toole longtemps, vous pensez? Oui, tout à fait, parce que le parti actuellement ne fait pas preuve de transparence sur, en fait, quel est l'état des choses. Écoutez, là, on est à environ une trentaine de députés où on ne connaît pas vraiment leur statut vaccinal. On ne sait pas s'ils ont eu des exemptions médicales ou s'ils ont été pleinement vaccinés. Ils refusent tout simplement de le dire. Et là, aujourd'hui, il y a encore plus de questions qui se posent. Questions en raison, justement, de M. Lehoux qui a contracté la COVID-19. Et on le sait, il y avait beaucoup de députés. Écoutez, j'arrive pas à savoir si c'était l'entièreté du caucus qui était là la semaine dernière, mais la question se pose à savoir est-ce qu'il y avait là-dedans des députés qui étaient non vaccinés, qui auraient été en contact
proche avec M. Lehoux. Dans ce cas-là, il devrait s'isoler carrément. Donc là, actuellement, très difficile d'avoir des questions de la part du caucus. Et puis, ce qu'on va voir aujourd'hui, et ça va se poursuivre d'ailleurs dans les semaines à venir, j'ai bien l'impression, c'est qu'il va y avoir une espèce de chasse aux sorcières, je crois, à savoir, bon, qui a eu une exemption médicale, quelle est cette exemption, pourquoi est-ce qu'on refuse de se faire vacciner et finalement, pourquoi est-ce qu'on ne s'est pas isolé finalement après avoir été en contact étroit avec M. Lehoux. Donc, vraiment, c'est quelque chose qui va suivre les conservateurs et je pense que là-dessus, les libéraux ont bien l'intention d'entretenir le sujet. Ouais. Déjà, on a vu Mark Hollins ce matin là, qui a bel et bien, qui a posé la question tout haut, qui a dit pourquoi y a-t-il autant d'exemptions médicales chez les conservateurs? C'est un peu trop. Et puis vraiment, il met en doute là, finalement toutes ces notes du médecin que certains députés conservateurs auraient reçues. D'ailleurs, il demande là, à ce qu'on les réexamine. Alors oui, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va les suivre et ça va vraiment devenir un enjeu dominant là, pour le Parti conservateur. Ouais. Malgré ce qu'ils en disent. On revient sur les libéraux maintenant parce qu'il y a eu quand même des grands changements dans le Conseil des ministres. Mélanie Joly, qui est devenue ministre des Affaires étrangères, Stephen Guilbeault, on le sait, à l'environnement. Jean-Yves Duclos du Québec également, ministre de la Santé, Anita Anand, qui est devenue en fait ministre de la Défense. Althia, quels sont les ministres que vous allez surveiller, vous, au cours de la prochaine session parlementaire? Bien, je pense que vous les avez mentionnés. Anita Anand, parce qu'elle a quand même un gros dossier à régler. Mélanie Joly, parce que c'était une grosse promotion. François-Philippe Champagne, parce que comme les deux autres que j'ai mentionnés, c'est quelqu'un qui a aussi l'œil sur le leadership. Puis je vais dire, franchement, Chrystia Freeland, qui est devenue pas juste la ministre des Finances, et puis la sous-premier ministre, mais elle est vraiment, on dirait, plutôt comme une co-première ministre. Ouais. Monsieur Trudeau l'amène partout dans les conférences internationales. Elle était là à Washington la semaine dernière. On voit, pas vraiment besoin d'être là comme ministre des Finances. On a quand même la ministre Ng qui est là pour le commerce international. On a la ministre Joly. On a le premier ministre. Pourquoi est-ce que Mme Freeland était là? Il semble vraiment dépendre sur elle. Alors, c'est quelqu'un que je vais certainement surveiller. Joël Denis, il nous reste à peine 30 secondes. Vous allez surveiller qui? Oui, mais Anita Anand, parce qu'elle s'est vu confier un dossier fort important qui va dominer, je pense, les manchettes au cours des prochains mois. Les cas d'inconduite sexuelle qui sont multipliés au sein des Forces armées canadiennes. Elle a le mandat de faire le ménage et je pense qu'elle va y arriver. Elle l'a démontré dans le cas de la vaccination, la campagne de vaccination, qu'elle était capable de livrer la marchandise. Je m'attends à ce qu'elle le fasse aussi au sein des Forces armées. Ouais. Et Mme Anand pourrait être aussi une candidate au leadership. Je ne l'explique pas. À suivre. Joël Denis, Althia et Catherine, merci beaucoup et au plaisir de vous retrouver chaque semaine lors de cette nouvelle session qui débute aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Et en terminant, c'était aussi jour d'assermentation au Sénat. 2 Québécois ont donc fait officiellement leur entrée à la Chambre haute. C'est le cas de l'ancien économiste bien connu Clément Gignac, qui a notamment occupé le poste d'économiste en chef chez IA Groupe Financier. Et l'ex-commissaire à l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, Michèle Audette, a elle aussi été assermentée au Sénat. Et première dans l'histoire de cette institution, la nouvelle sénatrice a prêté serment en Innu, qui est sa langue maternelle. Ni Michèle Taina Ketun Odette, Nuiden Kin Davidalihan Naga Quishkutea, qui Jetchwe Naga Peshesto Keseno Inut, qui Naga Nashwo Chiche Ujmashko Elisabeth II. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce 22 novembre, jour de rentrée parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Et d'ici là, prenez bien soin de vous.